Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour un nouveau numéro de l'échiquier international en direct de Al24 News. Gaza, en cette veille de l'Aïd, Gaza comptabilise ses morts. S'ils ont la chance d'échapper au bombardement, ils n'échapperont certainement pas à la famine qui les guette au tournant, silencieuse, sournoise, sachant avec certitude qu'ils finiront tous par tomber dans ces filets. Les Gazaouis privés de tout, de vie, de l'Aïd, de la nourriture, pour eux, ce n'est qu'un lointain souvenir, les fêtes de l'Aïd. Ce soir, nous continuons à notre tour à parler de Gaza et nous continuons de parler sur Gaza avec nos prières qui lui vont tout droit, mais aussi nos informations sur un monde qui se mobilise pour une Gaza plus forte, pour une Gaza sans guerre, pour un déblocage du blocus. Gaza abandonné peut-être, mais jamais oublié. Pour en parler ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir avec vous ou avec nous ce soir Manuel Pouchelet, expert en questions de géopolitique et de politique internationale. Manuel Pouchelet, bonsoir, merci d'être avec nous. Et bien entendu, nous retrouvons également Yefri Benzalga, analyste des questions de géopolitique, qui est avec nous en direct. Yefri Benzalga, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Massa Al-Khair, bonsoir. Merci pour votre invitation. Alors, monsieur, pour commencer, Yefri Benzalga, je vais le faire avec vous quand même. Depuis hier, nous le savons tous, un 5e veto a été levé de la part des États-Unis pour dire non. Pour dire non à quoi? Eh bien, pas de cessez-le-feu. Nous allons continuer à bombarder Gaza jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun. C'est peut-être finalement comme ça qu'il faut décrypter ce veto américain, Yefri Benzalga? Tout à fait, exactement. Là, nous assistons totalement à une totale hypocrisie de l'administration américaine sur cette question géopolitique et géostratégique. Nous vivons face à un génocide qui ne dit pas son nom sur la question palestinienne, des milliers de Palestiniens, des milliers d'hommes et d'enfants et de femmes qui sont massacrés chaque jour depuis des mois, depuis plus d'1 an même, au niveau de Gaza, sans oublier les Palestiniens qui ont été massacrés depuis des décennies et des décennies. On assiste à une hypocrisie totale de l'administration américaine. D'un côté, l'administration américaine presse la Russie à signer un cessez-le-feu avec l'Ukraine, comme si les Ukrainiens c'était des êtres humains et que les Palestiniens n'en étaient pas. Oui. Et là est vraiment le questionnement vraiment à se poser, à savoir ce que les Américains pensent de l'être humain arabe et musulman en général. Et à travers les Américains, c'est totalement l'Occident auquel on peut poser cette question. Est-ce que vous considérez les Palestiniens comme des êtres humains ou non? Parce que telle est la question. S'ils considèrent les Palestiniens et les Palestiniennes comme des êtres humains, dans ce cas-là, nous assistons à yeux grands ouverts à un génocide qui ne dit pas son nom. Alors pourquoi ne pas voter pour un cessez-le-feu, pour que ces massacres puissent s'arrêter? Il suffit juste d'un vote. Et là, avec ce veto américain, l'administration américaine envoie clairement un signal clair, net et précis pour dire totalement, nous avons un 2 poids 2 mesures sur cette question-là. Et je dirais que l'Algérie aujourd'hui est l'un des rares, si ce n'est le seul pays qui est la référence internationale sur les questions de droit international et de respect du droit international, puisque l'Algérie, depuis le début, ne cesse de dire il faut que ce massacre cesse, il faut revenir à la légalité internationale. Et donc, aujourd'hui, on le voit, l'Occident ne respecte plus ce droit international. Ce même Occident qui, sur d'autres conflits internationaux, ne cesse de dire il faut que ces conflits soient résolus diplomatiquement. Là aussi, il y a une forme de perte de crédibilité de la parole de l'Occident sur ces questions-là. Total. L'Occident est en train de perdre en crédibilité avec le veto américain au Conseil de sécurité. C'est vraiment une carte blanche qui a été donnée à l'entité sioniste.
Très bien, c'est tout à fait le cas, en tous les cas, de l'avis de tous les commentaires qui donc ont été faits ou faits en réaction à ce veto. Manuel Pouchelet, je me tourne vers vous. Finalement, avec ce 5e veto, parce que c'est le cas, l'on peut comprendre désormais que ce n'est pas l'antitétioniste qui fait la guerre à la Palestine, mais c'est que tout simplement, ce sont les États-Unis. Est-ce qu'on peut le voir ainsi, étant donné que la dernière carte à jouer était que ce veto ne soit pas levé, et hélas, il a été levé quand même. Manuel Pouchelet? Je crois qu'il y a un petit problème technique avec Manuel Pouchelet. Donc, je repose ma question quand même à Efri Benzarga. Je disais que finalement, aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas l'antitétioniste qui fait la guerre à Gaza ni au Razaoui, mais c'est tout simplement les États-Unis, puisqu'ils pouvaient très bien ne pas jouer cette carte de veto aujourd'hui si vraiment leur souci était celui de voir la paix à Gaza. Exactement. Et là, on le voit clairement que les États-Unis sont en train d'envoyer un autre message clair. C'est nous sommes derrière Israël, pardon. Ils sont en train d'envoyer un message clair. Nous sommes derrière Israël. Nous poussons Israël à poursuivre ce génocide. Et ça, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave que d'essayer de camoufler ça à travers des messages politiques clairs en disant il faut que l'on cerce l'armement d'Israël, etc. Là, avec ce vote-là, les États-Unis ont clairement signifié au monde entier et surtout à l'opinion publique internationale qu'ils sont derrière Israël et ils sont en train de pousser Israël avec cette carte blanche, parce que ce veto, c'est ni plus ni moins qu'une carte blanche, qu'un blanc-seing donné à Israël pour poursuivre son crime contre l'humanité, pour poursuivre son génocide contre les Gazaouis. Et c'est là où il faut aussi que le monde arabe et la Ligue arabe puissent affirmer sa position claire, nette et précise. L'Algérie ne cesse depuis des mois et des mois de crier haut et fort, mais comme on dit en arabe, donc il faut vraiment qu'il y ait une véritable solidarité internationale autour de la question palestinienne, parce que là, c'est quand même des enfants, des femmes qui sont massacrés. Les États-Unis, avec ce veto, on voit plusieurs messages. Je vous l'ai dit, le message de dire nous sommes derrière Israël, on voit le message dire que nous respectons pas la légalité internationale, mais elle envoie aussi un message, je dirais même xénophobe. Il faut pas lésigner sur les mots. Il faut appeler un chat. C'est pratiquement xénophobe, puisque d'un côté, d'autres occidentaux, on les protège, on essaye d'éviter la guerre, on essaye de les protéger en poussant les protagonistes à signer un cessez-le-feu, etc. Et d'un autre côté, parce que c'est des Arabes et des musulmans qui sont en train d'être tués, j'allais dire pratiquement, excusez-moi du terme, on s'en fout. Et c'est là le plus grave. Et c'est là où il faut vraiment que l'opinion publique internationale, à travers les médias, et je salue vraiment du fond du cœur Algérie 24, parce que vous faites un travail remarquable d'éclaircissement de l'opinion publique sur ce qui se passe là-bas. Aujourd'hui, je vous donne l'exemple de la France. Les images que nous voyons, par exemple, sur Algérie 24, vous ne les verrez jamais en France. Parce qu'il y a un blocus total, et j'utilise le mot de blocus médiatique total sur la question palestinienne, pardon. Oui. Et j'ai fait un petit lapsus avec la question sahraoui, puisque si on reprend le veto américain aujourd'hui, il se passe la même chose pour les Sahraouis, puisque les Américains aussi ne respectent pas la légalité internationale et poussent les Marocains dans leur colonisation sur le territoire sahraoui. Oui. Donc là, nous assistons vraiment à un tournant aujourd'hui sur la scène internationale avec ce qui se passe à Gaza. L'Occident est clairement en train de dire franchement au monde entier, la légalité internationale, nous en faisons ce que nous voulons. Et c'est là où il perd totalement crédibilité. C'est vraiment une crédibilité, une perte de vitesse de la crédibilité de l'Occident qui est en train d'être vue clairement. Je vous donne l'exemple de la France. Le président français Emmanuel Macron, il a attendu des mois et des mois pour qu'il puisse parler de la question palestinienne, et il puisse parler
il n'arrive même pas à mettre les mots il n'arrive même pas à utiliser le terme génocide en parlant de ce qui est en train de se passer actuellement à Gaza. Et c'est là aussi où le président français perd totalement de la crédibilité, puisque d'un côté, il pointe du doigt la Russie avec ce qui est en train de se passer en Ukraine, mais d'un autre côté, il ferme totalement les yeux sur ce qui est en train de se passer à Gaza, alors que la France, elle se dit être le pays des droits de l'homme. C'est totalement inadmissible. Alors, oui. Justement, Ifri Benzarga, alors on va dire que par ce veto, finalement, les États-Unis s'isolent de plus en plus, puisqu'il y a tous les autres pays qui ont voté pour justement un cessez-le-feu, donc pour le projet de résolution. Mais le problème n'est pas là réellement, parce qu'on l'a vu par le passé 4 fois, à 4 reprises. Le problème, c'est que devant cette main levée, devant ce veto comme obstacle, il y a toute la communauté internationale, dans le sens de la population civile, aujourd'hui qui se mobilise, mais qui se mobilise fortement, justement en faveur de la question palestinienne. Il y a quand même des responsables qui, par exemple, dernièrement en Belgique, ont demandé à ce que, par exemple, cesse la coopération militaire, parce que finalement, on se pose la question, pas d'aide militaire, pas d'aide justement alimentaire, mais beaucoup d'aide militaire. Et si on inversait la chose, ça serait peut-être mieux. C'est ce que justement réclame cette mobilisation, Yefeli Benzarga. Mais totalement. L'opinion publique, qu'elle soit en Occident ou qu'elle soit ailleurs dans le monde, elle est fait et cause pour la question palestinienne et pour le droit international. Ce à quoi on assiste, c'est comme je le disais, un blocus médiatique, parce que il y a une certaine opinion publique internationale qui ne sait pas ce qui est en train de se passer réellement sur le territoire palestinien, notamment à Gaza. Ils ne savent pas qu'il y a des enfants qui sont affamés. Ils ne savent pas que l'aide médicale n'arrive pas. Ils ne savent pas que l'aide alimentaire n'arrive pas. Et donc, vous avez, j'ai assisté quelque temps dans l'une de vos émissions sur la question des mainstream. Et on y est totalement. Il faut se poser la question à qui appartiennent ces médias. Et à partir du moment où on sait à qui appartiennent ces médias, on voit que l'opinion publique internationale n'est pas informée. Alors que si on laissait l'opinion publique internationale s'exprimer et exprimer sa solidarité envers Gaza et faire pression sur leurs décideurs, mais le génocide s'arrêterait immédiatement. C'est une question d'information aussi. Nous avons la chance en Algérie, à travers nos médias nationaux et nos médias en général algériens, d'être informés de ce qui est en train de se passer sur le territoire palestinien et à Gaza. Malheureusement, il y a un certain nombre d'opinions publiques internationales qui ne savent pas 1% de ce qui est en train de se passer à Gaza. Et je pense que c'est là où est le problème, c'est un problème d'information. Je suis convaincu que les opinions publiques, qu'elles soient américaines ou françaises, ou ailleurs, si elles étaient au courant, et si elles avaient accès à l'information réelle de ce qui est en train de se passer, mais ça serait une révolution, puisque ce sont des enfants qui sont en train de mourir, ce sont des femmes qui sont en train de mourir. Ça va à l'encontre totale de leurs principes et des principes que défendent ces mêmes gouvernants. Très bien, Ifri Benzarga. Alors, il y a quand même un aspect très important que vous venez d'évoquer, le fait qu'aujourd'hui, on est en train de tuer en silence, que ce soit par la famine. Finalement, tout peut se passer à Gaza, tout. Les pires atrocités, les dépassements peuvent se passer à Gaza à partir du moment où il n'y a pas d'abord de suivi, et dans le sens judiciaire du mot. Et puis surtout, où il n'y a pas de témoins. Et justement, par rapport à cette question de témoins, on est en train de tuer des journalistes. Aujourd'hui, par exemple, 4 journalistes sont tombés en martyrs. Et des ONG commencent à se bouger, des ONG et même si vous voulez, des formations de médias, des journalistes, pour les citer ainsi, ont demandé à ce qu'il faut lever le blocus sur Gaza. Il faut que des journalistes puissent aujourd'hui accéder à Gaza pour justement informer toute cette population internationale et mondiale. Effectivement, mais regardez, si vous me permettez, je fais le parallèle entre parce qu'elles sont totalement, ce sont les mêmes causes. Je prends la cause palestinienne et la cause sahraoui. Bien sûr que ce sont deux colonisateurs qui utilisent exactement les mêmes méthodes. Ils s'attaquent tout d'abord à l'information, c'est-à-dire aux journalistes, et ils s'attaquent à tout ce qui est relais d'information.
Aujourd'hui, demander au Maroc ou à Israël d'autoriser des ONG internationales de droits de l'homme ou des ONG internationales très connues d'exercer sur ces territoires occupés. Ils n'accepteront jamais. Pourquoi? Ils n'accepteront jamais parce que ces ONG et ces journalistes, bien entendu, ils vont informer l'opinion publique internationale de la réalité de ces crimes-là. Et aujourd'hui, je pense que le déblocage de cette situation, notamment à Gaza, passe par l'information. Et je viens de vous le dire à l'instant que ces opinions publiques internationales et occidentales, si elles étaient au courant de ce qui se passe, ne serait-ce qu'à 10%, elles se révolteraient elles feraient pression contre leur gouvernants pour accentuer la pression. Mais je vais vous donner l'exemple de la France, par exemple. Même avec une information, j'allais dire, assez fiable sur ce qui se passe, etc., je dirais que la politique un petit peu xénophobe actuellement qui est en train d'être pratiquée par certains relais d'extrême droite en France prépare un petit peu l'opinion publique pour leur distiller grosso modo que les vies humaines ne se valent pas. C'est extrêmement grave. Humainement, c'est extrêmement grave parce qu'on est en train dans certains pays, notamment en France, de distiller une certaine idée de dire les vies ne se valent pas. De dire qu'il y a des vies plus chères que d'autres. Pardon? De dire qu'il y a des vies plus chères que d'autres. Exact, mais avec le veto américain d'aujourd'hui, avec les politiques xénophobes qui sont en train d'être pratiquées dans certains pays d'Occident, c'est totalement c'est le message clair, net et précis qui est en train d'être envoyé. C'est exactement, et je ferai le parallèle avec ce qui s'est passé dans le monde au niveau de la Seconde Guerre mondiale. On a pendant longtemps dit que les vies ne se valaient pas, et aujourd'hui on est en train de le vivre avec les Razaouis. Oui, avec des preuves à l'appui, en tous les cas. Avec des preuves à l'appui, aujourd'hui, nous vivons dans un monde connecté où, avec un téléphone portable, vous pouvez filmer ce qui se passe à l'autre bout du monde. Donc, l'information circule. Aujourd'hui, c'est image et son. Nous l'avons avec l'image et le son pour dire que certaines vies Oui, c'est-à-dire qu'on assiste à un racisme très ouvert, ouvertement. Nous sommes dans une logique ouvertement raciale, raciste et surtout de manière tout à fait décomplexée lorsqu'il s'agit de l'entité sioniste. Je me tourne vers vous, Manuel Pouchelet. Bonsoir, pour commencer. Bonsoir, madame. Alors, bien sûr, le veto a remis les compteurs à zéro finalement à Gaza, comme si, par exemple, ce compteur avait vraiment avancé, alors que tout ce qu'il a fait, c'était de comptabiliser encore et davantage de morts et de martyrs. Cela dit, Manuel Pouchelet, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que ce qui est sûr avec ce veto, c'est qu'on en aura encore pour beaucoup de mois, je vais dire encore de longs mois, de guerre et de génocide contre Gaza. N'empêche qu'il y a une grande mobilisation de l'opinion publique mondiale qui se mobilise, que ce soit par la marche vers Gaza ou par la flottille, ou encore par des pressions qui sont exercées au sein de ces pays, comme par exemple la Belgique, la Hollande et bien sûr d'autres pays, où de plus en plus on exerce de pression, par exemple pour pousser les gouvernements d'abord à bloquer toute coopération militaire avec l'entité sioniste et surtout à encourager l'aide humanitaire. C'est bien le cas par exemple pour ce qui est de la Belgique, c'est bien le cas également pour ce qui est de l'Espagne qui, elle, a fait quand même franchi le pas en annulant, je précise bien, un contrat d'armement de 290 millions d'euros avec une entreprise sioniste. Oui, vous savez, le conflit à Gaza mobilise et divise en même temps en Occident. On vient de parler du veto américain, mais je vous rappelle que les Américains sont les premiers financeurs de l'ONU et actuellement s'agacent énormément de l'inertie des décisions prises au sein de ce Conseil de sécurité où ils sont partie prenante puisqu'ils sont membres permanents. Maintenant, quelque part, en Europe, cette question avec Gaza est très éloignée des préoccupations premières des Européens qui, je le rappelle, concernent essentiellement le conflit avec l'Ukraine. C'est là qu'est la priorité pour l'Europe, en tout cas. Ensuite, ce conflit à Gaza, malheureusement, est long. On arrive au 20e mois et on s'aperçoit qu'il n'y a toujours pas de tentative de paix, de négociations difficiles. Mais en même temps, il faut savoir que du côté israélien,
vous avez des informations qui aujourd'hui montrent des mouvements d'opposition, on va dire, au Premier ministre M. Netanyahou. Et en même temps, on vient d'apprendre ce soir, enfin sur les antennes occidentales, que vous avez des refus de militaires israéliens de retourner à Gaza. Sur le front, quelque part, on opère sur le front. Donc on opère, si vous voulez, à un tournant dans ce conflit, parce que je pense ni Israël, ni les Américains, ni l'ONU ne sont habitués au temps long. On pensait dès le début, si vous voulez, dès le mois d'octobre, que l'offensive israélienne serait rapide pour éliminer, si vous voulez, excusez-moi du terme, les dirigeants du Hamas et pouvoir retrouver les otages. Mais je vous ferai remarquer une chose, c'est qu'au Moyen-Orient, les histoires d'otages, elles existent depuis de nombreuses années. Moi-même, vous savez, connaissant particulièrement bien le Liban, les otages français qui étaient au Liban ont été retenus pendant 5-10 ans pour certains. Donc quelque part, je pense que ni les Américains ni les Israéliens avaient prévu ce temps long. Et en même temps, vous avez cette charge inertielle de l'ONU qui prend du temps. Oui, allez-y. Oui. Juste une précision, c'est que ce qui rend le temps long, justement, c'est qu'il n'y a pas réellement d'ouverture avec une négociation, puisque la négociation, elle était lancée et les otages allaient être libérés. Et c'est l'antité-sioniste qui a, si vous voulez, tout fait capoter. Il faut qu'on s'explique aussi sur ça. Oui, je vous le confirme. En fait, si je reprends les propos du président Truman, négocier, c'est créer le doute chez l'adversaire. Et malheureusement, je pense que l'antité-sioniste n'a pas été habile, n'a pas été à droite. Pourquoi? Parce que M. Netanyahou a un gouvernement qui est extrême et qui pensait à son tour résoudre toute cette situation en quelques mois. Et forcément, il est confronté lui-même à ses propres contradictions, puisqu'il n'a plus forcément d'alliés sur la scène internationale, mais il tente toujours de séduire les Américains. Mais vous savez, les Américains, l'administration de Donald Trump, n'a aucun spécialiste sur les questions de diplomatie et encore moins sur le système et le fonctionnement de l'ONU. C'est pour ça que cela capote. Maintenant, je pense que le Premier ministre israélien est déterminé, si vous voulez, à vouloir éliminer complètement le Hamas, tel qu'il l'a dit. Finalement, je ne fais que répéter ses propos, malheureusement. Oui. Et dans cette affaire, c'est la population palestinienne, ce sont les Palestiniens de Gaza, je tiens à le préciser, qui malheureusement sont les victimes collatérales de ces interrogations et surtout de ces contradictions, que ce soit des contradictions occidentales, mais sachant que derrière ces contradictions occidentales et ce Conseil de sécurité, vous avez aussi d'autres acteurs qui sollicitent ces membres permanents, qui ne sont pas forcément des acteurs régionaux ou d'autres pays européens en tout cas. Merci beaucoup, Manuel Pouchelet. Alors, merci à vous. Yefri Benzalga, les dernières nouvelles, donc pour rejoindre un peu ce que disait tout à l'heure Manuel Pouchelet, en 2 minutes, et il se pourrait qu'il y ait des bandes armées ou militarisées de Daesh qui pourraient être infiltrées à Gaza pour combattre Hamas, bien sûr, pour dire que c'est des Palestiniens contre Hamas. Mais alors, en quelques minutes, que pensez-vous de la question? 1 minute. Alors, juste au moins d'1 minute, si vous voulez. Une petite parenthèse par rapport à ce que disait votre invité. Brièvement, monsieur Yefri. Sur les otages. Il faudrait juste voir l'état des otages qui ont été libérés côté palestinien et l'état des otages qui ont été libérés côté israélien, et vous verrez où est la déshumanisation du conflit. Ça, c'est clair, net et précis. Concernant ce que vous veniez d'évoquer à l'instant par rapport à Daesh, mais là aussi c'est clair, net et précis. Oui. On voit très bien qui est derrière qui. On le voit parfaitement qui est derrière qui. Oui. Donc là, on essaye de pointer du doigt les Palestiniens en disant que leur cause, c'est une cause qui n'est pas légitime, en reliant ça avec le terrorisme, alors que la question palestinienne, elle est claire. C'est une cause de décolonisation, comme la question sahraoui. Merci beaucoup. Je me permettrai juste de dire une chose pour finir. Vous avez évoqué, on a évoqué les médias. Je ne pense pas qu'on a vraiment le temps qui nous permette. Remercier Algérie 24 et les médias algériens de mettre la lumière sur ce conflit. Nous avons, nous en Algérie, une chance d'avoir cette lumière, de nous informer sur ce qui est en train de se passer, et remercier votre rédaction parce que l'opinion publique internationale, comme je vous le disais, n'a pas cette chance-là d'être informée du conflit et de ce qui est en train de se passer réellement. Merci beaucoup. Excellent, monsieur Yefri Benzalga, je vous remercie. Était avec nous également Manuel Pouchelet. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera pour d'autres numéros de l'Échiquier. Au revoir.